aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Laura Ilea, professeure, chercheure, mais aussi écrivaine et philosophe canadienne d'origine roumaine. Laura, tu as publié 2 romans, La cartographie de l'autre monde chez Humanitas à Bucarest en 2018, Les femmes occidentales n'ont pas d'honneur chez l'Harmattan à Paris en 2015, 2 romans qui ont eu un très bon accueil et critique. Et en plus du genre romanesque, tu as également écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle Est chez l'Harmattan Paris en 2008. Et certes, comme chercheur, tu es auteur de plusieurs études littéraires, parmi lesquelles la littérature canadienne en infrarouge, le nihilisme féminin, paru à Bucarest chez Tractus Arte en 2015, littérature et scénario d'aveuglement Orhan Pamuk, Ernesto Sabato, José Saramago chez Honoré Champion à Paris en 2013, un essai qui est tiré de ta thèse, ou une étude sur le philosophe allemand Martin Heidegger, La vie et son ombre, aux éditions IDEA à Cluj en 2007. Laura, tu es actuellement chercheur attaché au Science Lab de l'Université Concordia à Montréal, un centre qui est déjà renommé pour son interdisciplinarité, et tu es aussi membre du Centre de recherche des études littéraires et culturelles sur la planétarité de l'Université de Montréal. Laura, tu détiens 2 doctorats en philosophie et en littérature comparée, il faut le dire car ce n'est pas peu de choses. Tu es professeure de littérature comparée et directrice du département de littérature comparée de l'université Babeș-Bolyai de Cluj en Roumanie. Et là, tu nous parles de Céramique Café de Cluj, qui est devenu un pôle artistique et culturel bien connu, où tu organises de manière régulière des rencontres interdisciplinaires très intéressantes, astucieusement nommées Inflexion. Laura, un grand merci pour avoir pris de ton temps estival pour venir penser à ce qui est à venir. Alors, commençons avec ce dont on sait mieux parler, c'est-à-dire notre discipline, la littérature. Nous avons donc convenu, Laura, de ne pas nous attarder à notre tour sur le pourquoi du déclin des humanités ou liberal arts, l'origine de la littérature comme discipline universitaire, sa longue agonie, surtout dans les 20 dernières années, pénurie de postes, fermeture des départements, financement pour la recherche en baisse, ainsi de suite. On a décidé de ne pas nous attarder non plus sur le fait qu'on a l'impression d'avoir été quelque part abandonné, voire écarté de la scène du savoir, qui promeut la conviction que la seule chose qui importe aujourd'hui, c'est l'acquisition de compétences très précises, délimitées et mesurables, pour ne pas dire robotisables. Tu sais, cela me fait penser à un livre que nous avions beaucoup l'habitude de lire et commenter au doctorat, qui s'appelle L'obsolescence de l'homme de Gunther Anders, un livre qui revient maintenant beaucoup en attention à présent. Et Anders, il montre dans les années 50 déjà le danger de réduire de manière drastique l'éducation pour la ramener simplement à une forme d'insertion professionnelle, de nous contenter de fabriquer des individus incultes à horizon de pensée très borné, je cite Anders, à des préoccupations médiocres que l'on pourrait conditionner facilement et qui ne pourraient jamais se révolter. Et pour ce faire, on effacera de plus en plus des disciplines comme la philosophie, la littérature, les humanités en général, car elles ne serviront plus à rien. Ma première question pour toi, Laura, dans tout ce monde qui a perdu et qui continue de perdre ses lettres, pourquoi as-tu choisi de faire un 2e doctorat en littérature comparée? Tu fais partie de cette communauté de gens qui arrivent sur le terrain de la littérature en philosophe et non pas en innocente, donc. Tu arrives en littérature en philosophe pour faire le pari des lettres.
j'aimerais t'inviter à raconter un petit peu ton histoire. Merci beaucoup, Mirala, de m'avoir invité, d'avoir commencé avec moi cette causerie. Il faut être honnête. Donc, il faut que je dise, bien sûr, à l'époque, je ne savais pas. Je n'étais pas consciente de la situation en général. Donc, quand j'ai commencé mon deuxième doctorat, je veux dire. Les jeunes ne veulent pas de sacrifice. Ils veulent la vie, le succès, l'Amérique, la messe des sauvages, comme l'appelait quelque part Dany Laferrière. Ça m'a beaucoup plu, cette métaphore qu'il emploie. Donc, ce serait de ma part de l'hypocrisie que de dire que je voulais l'abnégation, le sacrifice. Cela vient plus tard, bien sûr, avec les tours diaboliques de l'histoire. Il est certain qu'en tant que littéraire, on est plus exposé au mauvais tour de l'histoire, mais ça, de l'autre côté, je l'ai bien à l'époque. Donc, ça, c'est pour une première phase. Donc, je pourrais dire qu'il y avait une certaine insouciance. Donc, j'avais commencé, ça me plaisait, je voulais faire ceci sans me poser trop de questions par rapport à ce que je devais perdre, à ce que je devais sacrifier. Cela est venu plus tard. Deuxièmement, il s'agit d'un moment important de mon destin. Celui où je savais qu'il ne fallait pas ralentir, comme le disait mon ami Marcel Moreau. D'ailleurs, le 6 octobre, il y aura un hommage rendu à cet écrivain, mort en avril cette année. Donc, l'hommage sera rendu au Théâtre National à Paris avec Denis Lavant. Et l'hommage, en tant que tel, s'intitule « Ne ralentis rien, rien, rien ». Donc, c'est un moment de mon destin où j'ai décidé, j'étais en France à l'époque, et donc je décidais de m'abandonner, on peut dire, de me consacrer à la littérature. Et donc, c'est le moment aussi où j'ai pris la décision de venir en Amérique du Nord, donc au Canada. Et donc, la voie qui s'ouvrait à moi, c'était évidente. Je voulais la littérature comparée par ailleurs. Et j'ai commencé ce deuxième doctorat. Et aussi, c'est le moment où j'ai pris la décision que, quoi qu'il y ait, la littérature est l'état du monde. Donc, comme tu vois, c'est un message d'espoir que je donne. Donc, au-delà de tous ces naufrages, de toutes ces quêtes perdues, de toutes ces causes qui ralentissent, on pourrait dire, c'est un message d'espoir parce que c'est ici que tout se passe dans la littérature. Et troisièmement, peut-être, je pourrais dire qu'il n'y a pas de meilleur art de vivre que de pouvoir suivre sa passion. Donc ça, c'est aussi un credo que j'exprime aussi devant mes étudiants, devant les jeunes aujourd'hui. Donc, donner un sens, trouver cet art de vivre. Dany, j'ai pris une citation que j'aimerais mettre maintenant devant toi, de Dany Laferrière qui disait ceci. « J'insisterai sur ce dernier point jusqu'à ce que quelqu'un l'entende, se lève de sa chaise, quitte le bureau sans passer par l'administration, file à l'aéroport et prenne un avion pour une île perdue. Je crois que la vie mérite ce geste simple qui consiste à enjamber la fenêtre pour tomber dans un autre monde. Tout homme y a droit au moins une fois dans la vie, même si cette cavale ne dure qu'un mois. » Ça, c'est pris de tout ce qu'on ne te dira pas, mon go. Et c'était un peu de tout cela dans ma décision. Donc, ce moment où on prend la cavale, même si c'est pour un court moment, c'est le moment de la littérature, c'est ce moment-là où on se donne le droit au rêve. Donc, c'est un peu ça, de tout cela, comme réponse à ta première question. Merci beaucoup pour cette très belle citation et pour ce message d'espoir et de confiance dans le rêve. Alors, poursuivons donc avec notre volonté d'entrevoir un petit peu l'avenir. Tu sais, on a souvent reproché à la littérature de ne pas avoir les manières nécessaires, pour parler en termes agambiens, pour entrer dans le cercle de nouveaux programmes interdisciplinaires. Et en tant que littéraire, avant d'avoir été dans l'administration et la création des programmes, cela m'a toujours contrariée, sinon gênée. Comme bien le montre Michel Serres, notamment dans ce petit livre dont je me suis beaucoup servi, Le tiers instruit, je l'avais beaucoup lu, autant pour diriger des collectifs que pour ma propre pédagogie. Michel Serres montre que nous nous trouvons aujourd'hui, et c'est vrai encore, même si le livre il est paru en 1980,
11, si ma mémoire est bonne, oui, effectivement, il montre que nous nous trouvons aujourd'hui avec deux catégories de population, les littéraires d'un côté et les scientifiques de l'autre côté. Ces deux catégories de population ne se connaissent pas, ne s'entrecroisent jamais sur le terrain du savoir, ont deux façons de penser complètement différentes, en ce que la littérature, elle est descriptive, exploratrice, expérientielle, comme tu l'as bien touché, alors que les sciences dures sont explicatives, normatives, annoncent des lois, amorcent des actions. Alors Sartre, il appelle les littéraires des cultivés ignorants parce qu'ils ne savent absolument rien de ce qui se trouve, ce qui se passe en dehors de leur discipline, surtout dans les sciences dures. Ils se replient sur eux, ils se réfugient du monde, ils vivent quasiment dans leur bulle qui leur est suffisante, parce qu'on voit rarement des littéraires. Il y en a, heureusement qu'il y en a des littéraires qui s'ouvrent à d'autres disciplines et qui veulent aller vers ce réarrangement du savoir, surtout des disciplines qui sont éloignées de leur discipline, alors que les scientifiques, ils les nomment les instruits incultes, parce qu'ils ne savent, eux non plus, rien de ce qui se passe en dehors de leur champ de savoir, mais eux, ils font le contraire. Si les littéraires se réfugient, les scientifiques, ils se précipitent, ils se jettent dans le monde, mais sans avoir aucune perspective de pensée autre que scientifique. Je veux dire une perspective culturelle ou historique. Alors, pour comprendre les conséquences politiques et humaines de leur science, que leur science peut avoir. Aujourd'hui, nous revend de plus en plus de l'interdisciplinarité, de transdisciplinarité, ainsi de suite. Bref, de refaire le monde du savoir, où le geste serait l'hybridation de savoir et non pas une acculturation disciplinaire. Je me suis maintes fois demandé avec Sartre combien cela peut se faire vraiment, vu la structure et l'organisation de la matrice du savoir aujourd'hui. Alors, la littérature comparée est par excellence une discipline fondée sur le nomadisme, la déterritorialisation, réterritorialisation, une discipline qui est donc peut-être, par ce nomadisme même, la plus attachée à la terre. Et par là même, elle s'ouvre plus facilement à d'autres domaines. Alors, pour t'inviter sur le terrain du deuxième volet de notre dialogue, je paraphrase un écrivain américain qui se demandait « How do you find a reader who doesn't necessarily want to find you ?» Pour interagir, comment la littérature trouve-t-elle une discipline qui ne veut pas nécessairement trouver la littérature? Selon toi, comment la littérature devrait-elle interagir avec d'autres disciplines? À partir de quoi? De ses méthodes, de ses outils, de ses produits? J'aimerais t'entendre dessus. Je dirais, Mirella, une chose qui pourrait peut-être te choquer. D'abord, sans les jurons et sans les métaphores, on perdrait carrément la tête. Donc, ce sont nos deux volets métaphysiques. Oui, c'est ça. Ça me choque pas. Tout à fait. Le premier, parce qu'au lieu d'exercer de la violence sur les autres et sur les situations, on explose dans une soi-disant délinquance inoffensive. De l'autre côté, la métaphore, parce que c'est à travers elle que les civilisations se définissent. Dans un des films de Woody Allen, Annie Hall, je crois, mais c'est à vérifier, il y avait une affirmation. Nous, les humains, nous posons les questions suivantes. D'où nous venons? Où nous allons? Et qu'est-ce que nous allons manger ce soir? Certes, la littérature ne répond pas à la question « qu'est-ce que nous allons manger ce soir ?» mais elle est la mesure de notre civilisation, dans le sens où elle peut contrecarrer les discours tout faits, les idéologies. C'est la pensée à l'état pur, là où les nuances et l'humour sont encore possibles. C'est ce que je crois, moi. Comme tu vois aujourd'hui, avec la crise sanitaire, chacun semble être en possession de la vérité absolue. Les protectionnistes, les conspirationnistes, les politiques identitaires, le sophisme de la pente glissante, tous les sophismes possibles, l'appel à l'autorité, la troisième voie exclue, tous les sophismes sont maintenant au travail. Ce que la littérature fait, par contre, c'est de placer ceci sur une échelle individuelle.
de rappeler à l'homme la solidarité humaine, mais aussi sa solitude. Elle nous montre l'engrenage diabolique de l'histoire. Et l'histoire, malheureusement, est toujours diabolique. La littérature nous montre l'absurde de cet engrenage et le fait que nous ne pouvons que rire face à ceci. Elle nous délivre, non pas en creusant dans le marécage du passé, comme le fait la psychanalyse, mais en nous plaçant sur une échelle qui nous rappelle la petitesse de nos problèmes humains. C'est la même sensation d'ailleurs qu'on a quand on visite des sites archéologiques, quand on y prend notre temps. J'ai fait d'ailleurs ceci dernièrement, donc j'ai vu avant le confinement les sites de Tyr et de Byblos et maintenant le site archéologique de Histria en Roumanie. Donc, c'est un peu ceci qu'elle nous apprend, qu'elle nous rappelle. En ce qui concerne l'interdisciplinarité, l'hybridation du savoir, le savoir-faire nouveau dont tu parlais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à dire. Il ne s'agit pas d'une hybridation artificielle. Je ne crois pas que les prothèses soient la solution. Moi, personnellement, j'aime la beauté de l'organique. Il prend beaucoup de temps pour que les cristallisations deviennent porteuses d'essence, comme pour les nouvelles plateformes d'ailleurs. Je pense de mon côté qu'on finira par les dompter, par les humaniser. Le papyrus, la galaxie Gutenberg, l'art numérique sont différentes facettes de notre aventure et de notre condition humaine. Tu as aussi très bien saisi le paradoxe, le fait que le nomadisme est la marque la plus profonde, la plus puissante de notre attachement à la Terre. Le sédentarisme, c'est l'appropriation calculatrice, mais c'est le nomadisme qui arpente l'espace habitable, pour de vrai. Et la littérature, c'est du nomadisme, en effet. J'aimerais aussi, de l'autre côté, ajouter le fait que le dialogue bienveillant, parce que tu m'as demandé si un dialogue est possible, donc comment est-ce qu'on peut dompter, on pourrait dire, le monstre, non? Mais le dialogue bienveillant, pour moi, n'est pas une solution. Donc, n'est pas une solution qui marche, qui est efficace. Le dialogue belligérant non plus. Parce que les allophones, les nomades, ont besoin de beaucoup de temps et de souffrance jusqu'à ce qu'on les accepte. Je ne crois pas que cette acceptation vienne des manifestos humanistes et des attaques intellectuelles hyper sophistiquées et partisans. Je ne crois pas qu'elle vienne de doctrines et non plus d'un sentiment d'infériorité et d'inutilité. Je crois par contre qu'elle vient comme un effet boomerang. Malgré la force de la technologie actuelle, le sentiment de catastrophe, de la catastrophe, de naufrage, de désarroi est de plus en plus puissant. C'est ici qu'on revient à la puissance de la narration. On se raconte des histoires du sens qui nous échappent la plupart du temps. À l'inverse, quand la technologie aboutit à ses fins, il s'agit d'une poésie de l'espace habitable. C'est comme ça que je l'appelle, d'une architecture de l'espace habitable. On revient aux récits fondamentaux du vivant. La survie, le rêve, le rire, la soif, la faim et surtout le désir. Aux grandes questions métaphysiques, non? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Bref, je ne crois pas qu'il existe ni médecine, ni architecture, ni ingénierie génétique ou matérielle qui ne rejoignent pas le pouvoir du récit. Le récit soigne, projette nos désirs, nous relie au passé et à l'avenir. Donc, pour finir ce long discours, pour répondre à ta deuxième question, je pense qu'il faut bien raconter, continuer à raconter, ne pas avoir peur de franchir la règle du jeu, de le compromettre parfois, de prendre position politique dans la littérature, même s'il y a des gens qui peuvent nous attaquer en nous disant voilà, c'est une hybridation inacceptable, parce que la littérature, c'est juste l'art de raconter pur et dur, mais voilà, j'aime beaucoup un jeune écrivain français qui s'appelle Édouard Louis et qui fait ceci, donc il prend position politique dans au moins deux de ses livres, par exemple dans Qui a tué mon père et dans l'histoire de la violence. Donc il faut aussi imaginer une architecture de l'espace habitable, imaginer que la force du récit est tout aussi miraculeuse que celle des médicaments. Donc je reviens encore, comme tu vois, à ce message d'espoir, à cette envolée métaphysique ambiguë et ludique. Et aussi, voilà, je pense, pour revenir à ta question plus précise, comment est-ce que la littérature devrait interagir avec d'autres disciplines? Je pense que l'art de désapprendre est tout aussi important que celui d'apprendre. Donc, il faut apprendre, bien sûr,
culture, civilisation. Il faut apprendre des outils, des produits, des méthodes, mais il faut aussi, à partir d'un certain moment, et c'est ça que j'apprends à mes étudiants, il faut désapprendre, savoir désapprendre. Donc, je vais dire aussi une chose qui va te choquer, mais tu comprends très bien de quoi je parle. Les professeurs de littérature en tant que tels, ceux qui apprennent uniquement, ils ne savent pas d'habitude bien raconter. Donc, s'ils le font, c'est parce qu'ils ont déjà désappris leur théorie. Qu'est-ce que nous devons enseigner à nos étudiants? Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, l'histoire de la culture, de la civilisation, les tours diaboliques de l'histoire aussi, mais surtout la perplexité. Sans la perplexité, aucune bonne histoire. On devient de plus en plus amer parce qu'on apprend de plus en plus. Donc, comment rendre la connaissance joyeuse? C'est ça que, donc, parce que tu as parlé des inflexions que j'ai tenues ici la plupart du temps. Dans la dernière séance d'inflexion, elle était sur la plateforme Zoom, comme on le fait maintenant. Et donc, c'est ça qu'on a posé comme question. Comment est-ce qu'on peut rendre la connaissance joyeuse? Comment est-ce qu'on peut encore rire aujourd'hui? Donc, comment désapprendre l'amertume aussi? Spinoza disait, un philosophe que j'aime beaucoup, que le noyau panthéiste de l'univers, c'est le désir. Il y a plein de forces gravitationnelles qui nous volent les énergies vitales. Et par conséquent, la littérature est l'art de réapprendre le désir, selon moi. La liberté est un art de nous enseigner à nouveau la liberté orientée et non pas la liberté vide. Donc, la liberté du sens est celle que la littérature offre. C'est une liberté, selon moi, qui redonne et qui réapprend le désir. D'accord, merci beaucoup, merci, super. Et dans cette démarche de retrouver ce désir, réintégrer aussi, pour continuer avec Spinoza, ces forces vitales qui nous sont peut-être volées. Tu parlais de l'histoire, mais aussi de la perplexité. Alors, j'aimerais t'inviter un petit peu de mettre de côté Hegel à distance, juste un petit instant, et sa chouette Minerve, qui dans le panthéon grec est la déesse de la sagesse, qui ne prend son envol qu'une fois la nuit tombée. Pour une fois, faisons voler la chouette à l'aube, Laura. Et tu as parlé aussi de l'importance de ne pas perdre notre art de raconter des histoires, ce qui est très important. Alors, moi, j'aimerais, pour la suite, de parler un petit peu d'un cas auquel me fait penser ta réflexion. C'est le cas du storytelling. Cette idée de restituer à l'imaginaire le droit de fonctionner librement au-delà de toute manipulation et le fait que les littéraires sont absents de cette pratique effective du storytelling. Je reprends un petit peu parce que tu avais un petit problème technique. Sur le terrain de plusieurs disciplines, communication, marketing, sciences politiques, ainsi de suite, alors qu'on enseigne le schéma actentiel, on enseigne le concept de héros, on enseigne donc le concept d'obstacle, de cadre, donc tout ce qui nous regarde, ce qui fait partie de la littérature, de nos outils. Et ma question est, pourquoi pas les littéraires dans tous ces autres champs de savoir? Et si tu crois que nous allons finalement pouvoir reprendre ces outils qui sont les nôtres, même si ailleurs, parce qu'un littéraire sait manier l'art de raconter des histoires comme une phénoménologie de la pensée, comme tu l'as très bien montré, et non comme une manipulation de la conscience à partir de l'imaginaire. J'aimerais t'entendre là-dessus. Je pense que tu l'as très bien décrit, ce phénomène, mais comme tu as vu, je vais un peu renverser la logique. Et je vais dire que l'idée la plus importante, c'est qu'il faut que les autres ressentent le besoin de nous. Sans cela, ça ne va pas marcher. Donc, comme tu le sais aussi, les rabat-joie tuent le désir. Donc, j'ai pas mal parlé du désir. Donc, je pense que c'est ça
qu'il faut insuffler dans ce monde. Et donc, il ne faut pas être moraliste, donc juste se mettre à côté, dire voilà, on a perdu, etc., etc. Donc, les rabat-joie, tu le désires. Et c'est ça que moi, je redoute de toute façon. Je me méfie. Donc, ça ne donne rien. Il faut, je pense, donc à partir de tout ça, donc tout cet espoir que j'essaie d'insuffler ici, il faut construire des espaces pour apprendre l'art de ne pas mourir. Je le dis et j'assume ceci. C'est pas moi qui le disais, mais déjà les architectes très bien connus qui ont vécu à New York, Arakawa et Jeans, et ils ont développé un projet qui s'appelait Reversing Destiny. Donc, renverser le destin, donc le destin qui est irréversible, il faut le réversibiliser, si on peut dire. Donc, il faut aussi reporter d'un peu l'inévitable, la catastrophe et le naufrage. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est ce qu'on fait quand on lit ou on écrit un livre. On reporte d'un peu l'inévitable. Donc, tu l'as très bien dit. La médecine narrative, bien sûr, elle est une ouverture très intéressante. Sinon, l'architecture de l'avenir, l'espace numérique, il faut le peupler, bien sûr, avec les autres, avec les open sources, la politique, tout ce qui déconstruit, selon moi, la manipulation et nous redonne le détail, l'ambiguïté, les nuances, le passage individuel, moins que les statistiques. Donc, c'est ça un peu, si tu veux, bref, dire, il faut s'écarter des statistiques et redonner, insuffler ce désir. Et donc, par le détail, l'ambiguïté, les nuances, le passage individuel, et comme le disaient les deux architectes, donc apprendre l'art de ne pas mourir, tout simplement. Merci, c'est très intéressant. Très intéressant. Ma troisième et dernière question pour toi, Laura, en 3 mots. Comment rêves-tu la littérature sur la scène du savoir à l'avenir, dans un futur pas trop éloigné? Donc, je vais dire des choses très simples. Il faut tout d'abord, premièrement, s'éloigner de l'arrogance de la littérature, selon moi, du marché arrogant de validation. En tant que jeune, c'est sûr qu'on dépose, on soumet non, des manuscrits et des manuscrits. À un certain moment, on se sent complètement inutile. Donc, il faut avoir le courage de s'éloigner, donc d'inventer d'autres sources de validation. Il faut qu'on puisse imaginer de l'autre côté un idéal planétaire. Donc, des histoires qui sont racontées, par exemple, en Europe de l'Est et qui sont intéressantes aussi en Amérique du Nord et l'inverse, bien sûr. Qu'on laisse de côté les préjugés liés au marché, comme je le disais et je le répète, au marché de validation. Ce n'est pas que ici et là que ça va être validé la littérature. Donc, les histoires, c'est une chose qui appartient aux humains depuis l'aube des temps, non? Donc, ce n'est pas ici et là qu'on va nous valider en tant qu'écrivain, en tant que porteur de sens. Il faut aussi qu'on pique notre curiosité au-delà du champ fragile de l'ego et de ses frustrations. Donc, ça, il faut aussi apprendre. Okay, ou bien désapprendre, comme je le disais tout à l'heure, laisser de côté notre ego, notre petit ego. Et il faut vraiment sortir de cela et trouver un ego plus intéressant, plus important, un ego planétaire, si on peut dire. Il faut aussi qu'il n'y ait pas de disjonction entre le credo et le matériel, si on peut dire. Par exemple, je vais juste dire des choses qui me passent par la tête, des conférences où j'ai participé à une certaine époque. Bon, donc, par exemple, des défenseurs du décolonialisme qui affirment, par exemple, qui affirment dans une soirée que seules les villes de Paris, de New York ou de Berlin comptent. Donc, c'est pas possible, non? Donc, le credo, le matériel, il faut qu'ils se joignent quelque part. Un autre exemple, il ne faut pas qu'il y ait des défenseurs de la marginalité qui se rendent dans une conférence et ne s'intéressent pas du tout aux problèmes insignifiants des marginaux. Voilà. Donc, moins de show-off, plus de monde. Pas qui se sacrifient, bien sûr, pas de kamikazes frustrés, mais des gens qui peuvent imaginer et empathiser avec des contextes différents. Il faut aussi, je pense, qu'il y ait de non-obéissants au système de validation, je le dis, à la machine à broyer des rêves. Donc, il faut dire ceci aux jeunes, non? Ils ont leur voix et il ne faut pas qu'ils se laissent engloutir dans cette machine à broyer les rêves parce qu'ils vont finir par être amers. Donc, c'est l'amertume qui va finir par s'installer. Il faut aussi qu'on ne se laisse pas transformer en des êtres amers, en des naufragés et qu'on célèbre la vie. Il ne faut pas qu'on nous tue notre inquiétude humaine pour des réponses ou on échange des réponses toutes faites
des réponses qui nous accordent bien sûr des subventions. Donc, cette inquiétude, cette quête particulière qu'on a à l'humain, il faut qu'on la laisse vivre. Et ce désir inquiet, non, il faut qu'on le nourrisse. Il faut aussi qu'on soit courageux et ludique et qu'on rigole d'un rire gigantesque et qu'on ait moins de peur et qu'on construise une communauté comme on essaie de le faire, moi et toi maintenant, pour abattre la peur. Donc ça, c'est ma dernière chose. Donc la dernière chose que j'aimerais dire justement parce que ces communautés qu'on construit telles qu'on le fait maintenant, à partir de ces échanges-là, ce sont des communautés pour abattre la peur. Et ça, c'est la chose qui peut tout changer parce que c'est la peur justement qui façonne tout. Et c'est en rabattant la peur qu'on peut tous déconstruire tout ce qui tient des statistiques et qui infuse plutôt le désir. Voilà. Ah, magnifique, magnifique. Merci beaucoup. Merci surtout pour la peur. Laura Hilaire, merci infiniment pour ta présence, pour ta belle pensée et pour ton enthousiasme. Et comme tu es jeune directrice du département de littérature comparée de l'université Babeș-Bolyai de Cluj, tu commenceras bientôt une nouvelle année universitaire depuis cette position. Alors, permets-moi de te faire mes vœux, que je place sous le signe d'une distinction entre deux gestes importants. Gouverner et gérer. Gouverner, c'est tenir le gouvernail, savoir d'où l'on vient et où l'on va. Gérer, c'est être dans le tableau, dans le gabarit, dans le bilan, dans l'équilibre financier ou autre. Or, qu'est-ce que c'est l'équilibre? C'est quelque chose qui ne bouge pas, qui est statique. Laura, je te souhaite de bien gérer ton département parce que, évidemment, il le faut. Mais je te souhaite surtout de le gouverner aussi pour le plus grand bien des étudiants et de l'avenir de cette discipline qui est la nôtre. Merci beaucoup. Laura. Je suis à l'écoute. Merci. Merci Laura. Merci Laura. Merci.